Pierre Ancet, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne, vous êtes spécialiste en philosophie de l'handicap et vous nous avez parlé à Fribourg cet après-midi de la question de l'identité narrative et d'une situation limite que peut connaître la théorie de l'identité narrative, à savoir le cas de la personne souffrante handicapée, dénuée de parole, euh, à la limite de la capacité de toute expression, y compris à travers son corps. Et vous avez d'une certaine manière soumis la théorie de l'identité narrative à l'épreuve de ce cas limite. Je voulais vous poser une première question, qui est celle du statut du corps par rapport à la question de l'identité narrative, question qui avait été évoquée par Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre. Le corps peut-il être une parole alternative, une autre parole, un autre langage, quand le langage parlé ou le langage écrit, fait défaut, fait radicalement défaut, comme dans le cas de malades d'Alzheimer ou de personnes vulnérables ou frappées de vieillissement cognitif qui rend l'usage du langage quasiment impossible. C'est une question qui a une importance éthique considérable, puisque interpréter ce que disent ces personnes auxquelles vous faites allusion va permettre ou non d'aller dans le sens de leurs propres souhaits, si tant est que ce souhait puisse précisément s'exprimer sous une forme qui est suffisamment élaborée pour être compréhensible pour nous. Donc il y a dans cette dimension de l'expression par le corps tout ce qui va suivre dans la prise en soin de ces personnes. Et ici, nous voyons comment, dans la narration qui va être faite ou évoquée par l'intermédiaire du corps, parce qu'il n'est pas sûr du tout que nous puissions parler ici de narration au sens strict, à moins de définir la narration comme tout processus mettant en place un passé, un présent, un futur dans un certain continuum. Mais c'est déjà aller loin dans la manière d'envisager la narration et par conséquent l'identité narrative des personnes. Eh bien, cette narration ici va intervenir comme seul moyen dont nous disposons pour qu'il y ait une interaction possible entre les personnes dites ordinaires et les personnes particulièrement vulnérables. Et ici, le corps va pouvoir parler à condition que ce corps soit entendu. Mais pour l'entendre, encore faut-il dépasser la dimension strictement signifiante ou significative de ce corps. Il faut aller vers tout un ensemble possible, toute une pluralité d'expressions possibles que celui-ci peut adopter. Si on dit à tel geste correspond telle signification, on réduit cet ensemble de possibilités. Le corps qui parle, c'est un corps dont les possibilités d'interprétation restent ouvertes. Il est perçu comme étant susceptible de dire beaucoup plus qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un code, c'est un corps à découvrir. D'où, de la part de celui qui écoute ce corps, qui se met à son écoute, qui prête attention à ce langage, une capacité à être réceptif à sa spontanéité d'expression, sans plaquer une grille d'interprétation, plaquée sur la signification du langage, la structure du langage, ce qui veut dire aborder le corps d'autrui, le corps de celui qui souffre, le corps immobile, sans a priori. Donc sans catégorie qui limiterait notre compréhension. Comment articuler dans cette perspective limite, spontanéité et signification? Il faut conserver une certaine spontanéité dans l'interaction, car si nous sommes nous-mêmes dans une difficulté de compréhension, nous allons manifester par notre propre corps l'incertitude qui est la nôtre, l'inconfort qui est le nôtre. Et dès lors, nous allons, pour quelqu'un qui a très peu de moyens verbaux, manifester notre propre gêne, car dès lors que le langage verbal est absent, la dimension corporelle de l'expression est beaucoup plus importante pour les personnes auxquelles on s'adresse. Donc si l'on essaye d'appliquer des règles, règles de diction, règles d'interprétation, on va très vite soi-même se trouver
être pris au piège de sa propre exigence. Et on va faire passer son propre malaise, sa propre difficulté, plus que l'intention qui devrait être ici présente, l'intention de communiquer, l'intention d'interpréter. Interpréter d'abord, puisqu'il va falloir passer par des modes de communication non standards. Il va falloir interpréter le contexte, interpréter la manière dont une personne va utiliser son propre corps pour manifester tel ou tel souhait ou telle ou telle émotion. Il va falloir avoir une exigence d'interprétation d'autant plus grande que la personne aura peu de moyens d'expression. En vous écoutant, j'ai un peu l'impression que le corps constitue d'une certaine manière un moment de crise pour la philosophie, c'est-à-dire le moment où le discours préconçu, la théorie construite avant l'expérience, d'une certaine manière, doit être mise entre parenthèses pour aborder et faire droit à ce phénomène qui est le corps, quel qu'il soit, mais a fortiori quand c'est le cas d'un corps souffrant. Et je me dis, plutôt que de penser alors à des constructions, n'y a-t-il pas, vous y avez fait allusion, et c'est un concept, j'allais dire un concept opératoire très intéressant, n'y a-t-il pas la catégorie du jeu, alors, plutôt à faire entrer en matière, plutôt que celle de la définition, de la signification, etc., qui préside à notre rapport avec le réel. Le jeu comme entrée dans le corps, à travers le corps, qui ne peut plus dire qui est celui qu'il porte. Il y a effectivement une dimension ludique qui est très importante. La dimension du jeu qui doit nous permettre de moduler des interactions ordinaires. Dans le jeu, nous posons un cadre à la fois spatial et temporel. On peut sortir du jeu, c'est une des propriétés importantes de celui-ci. Dans le jeu, on peut être quelqu'un que l'on n'est pas d'ordinaire. On peut jouer un rôle, temporairement, et ce rôle peut nous porter. Il peut nous permettre d'interagir selon des modes inattendus pour nous-mêmes et de réagir en improvisant à ce que l'autre va nous proposer. Le jeu ouvre donc un espace dans lequel le corps expressif aura une place beaucoup plus conséquente que d'ordinaire. Parce que justement, il ne limite pas les modalités d'interprétation. Le jeu, au contraire, ouvre cette possibilité de dire l'autre qui est en face de moi pourrait être bien plus que ce que j'imagine de lui. Il pourrait être bien plus que ce que sa famille, ce que les soignants m'ont dit de lui. Il se pourrait que sa capacité expressive se révèle dès lors que je lui laisse l'espace nécessaire pour inventer et peut-être inventer ensemble. Car dans le jeu aussi se noue une certaine réciprocité. Je vais donner et l'autre va me renvoyer. Et si nous nous prenons au jeu l'un et l'autre, cette réciprocité qui est un concept fondamental en éthique va pouvoir émerger. Qui dit jeu dit règle du jeu. Quelle est la règle du jeu dans le cas du corps ? C'est toute la difficulté, arriver à percevoir quelle pourrait être la règle du jeu. Parce que lorsque nous jouons d'ordinaire, nous sommes d'accord sur les règles du jeu, à moins que l'un de nous deux ne triche. Et encore, il fera semblant de connaître les règles. Tandis que dans le cas qui nous occupe, il faut inventer ce qui pourrait être les règles, la grammaire de ce corps, qui va être une grammaire singulière. Et de lors, est-ce qu'elle reste une grammaire si elle est singulière ? Elle va être quelque chose qui va permettre la potentialité d'une interaction dans un domaine qui, d'ordinaire, ne nous appartient pas en propre, et qui pourtant nous appartient au sens où nous avons, nous aussi, un corps. Mais ici, la possibilité du jeu va être celle qui va nous permettre à chacun d'entrer dans une phase où nous ne saurions plus véritablement interpréter le langage. Laissez notre langage de côté. Jouons à l'oublier. Est-ce vraiment possible ? Peut-être est-ce néanmoins la démarche que nous devons adopter pour aller dans cette dimension d'ouverture à l'autre que requiert l'éthique. Et l'intention qui va traverser
l'ensemble de cette interaction est fondamental. Si j'oublie l'intention, si je commence à réfléchir à la manière dont je pourrais orienter cette interaction, dont je pourrais faire en sorte de maîtriser les règles du jeu, alors je ne suis plus dans la réciprocité. Je commence à être dans l'ordre de l'emprise, où il y aurait celui qui est normal et qui possède les règles du jeu, et celui qui est pathologique et qui ne les possède pas ou ne les possède plus. Et là, ça change fondamentalement la nature du rapport. Néanmoins, il y a un besoin d'interprétation. Et ce besoin d'interprétation va devenir dès lors interprété par un tiers. Donc ce besoin d'interprétation va devenir constitutif, d'une certaine manière, de cette identité narrative qui se traduit par une gestualité, par une expressivité spécifique du corps, marquée par la spontanéité, et qui demande de la part de celui qui interprète une ouverture à la surprise, d'une certaine manière. C'est ce que j'ai retenu de ce que vous disiez. J'aimerais que vous explicitiez très rapidement, pour terminer, ce jeu entre constitution de soi et interprétation que vous avez représenté sous la forme d'une image. Vous avez parlé cet après-midi de la spirale, à la fois, c'est-à-dire de la manière à travers laquelle nous nous constituons par un mouvement consécutif, marqué par un arrêt, une suspension, un jeu entre les bras de la spirale, qui sont comme ces espaces de liberté que nous nous octroyons ou que alors la maladie nous oblige à accepter et qui demeurent néanmoins des espaces fondamentaux pour continuer à être ce que nous sommes à travers les changements successifs de la vie et de la santé du corps. Oui, nous avons parlé à propos de la spirale de la répétition et des modalités de la répétition. Il y a des formes de répétition qui enferment, celle par exemple du soin quotidien, celle du fait d'être constamment regardé comme une personne déficiente, celle de retrouver chaque jour les mêmes difficultés et de ne pas pouvoir les contourner. Ça, c'est le cercle de la répétition ou l'ornière de celle-ci, puisqu'il y a un effet cumulatif de la répétition. À chaque fois que cela revient, je souffre encore plus et encore plus. À la différence, la spirale, elle, est un retour aux sources de soi. La spirale est un retour aux sources au sens où à chaque fois que je vais revenir à ce qui donne sens à mon action, ou peut-être à ce qui a été mes valeurs fondamentales, je vais retrouver quelque chose d'un élan vital. Et celui-ci va du coup ouvrir ma perspective. Je vais revenir incarner à nouveau ce que j'ai été. Et peut-être qu'une personne qui a perdu la parole, dans sa façon de se conduire corporellement, peut encore manifester quelque chose de cette volonté, de cette conscience, de ses valeurs antérieures ou de cette imprégnation de celle-ci, qui va du coup transparaître par le corps alors même que la conscience de celle-ci aurait disparu purement et simplement. Il y aurait donc dans ce retour à soi la possibilité ici de faire parler le corps et de manifester pour autrui ce que l'on est, encore et encore, mais cette fois non plus dans le sens d'une répétition mortifère, mais dans le sens d'une répétition qui va nous donner sans cesse davantage, qui va sans cesse nous confier davantage le pouvoir d'être auteur de la narration qui est la nôtre, auteur de cette identité narrative qui doit donc intégrer, à mon sens, une part de répétition, mais non pas circulaire, mais bien sous la forme de la spirale. Pierre Ancet, merci beaucoup.